Je m'appelle Baptiste Carrard, j'ai 17 ans. Donc voilà, sur la sécurité et la gestion de l'environnement. Alors je vais vous poser 5 questions principales D'accord. concernant le développement et la sécurité. Et après, pendant que vous parliez, si jamais je comprends pas quelque chose, je vous poserai une question. Ok. Alors, première question. Est-ce que dans votre secteur d'activité, vous êtes amené en tant que responsable à la sécurité de l'environnement et gérer en quelque sorte les déchets nucléaires, des choses comme ça? Alors, déjà en matière de sécurité, ce que l'on fait, on travaille sur plusieurs plans. La sécurité, c'est à la fois la sécurité de notre patrimoine, donc ça, c'est toutes les mesures de sécurité autour du centre pour empêcher les intrusions, la malveillance, des choses comme ça, pour protéger notre patrimoine, et également lorsqu'on se déplace, on a des directives bien spécifiques pour assurer la protection de nos données qui peuvent être confidentielles. Donc ça, c'est un premier aspect de la sécurité, et après, on a la sécurité proprement des personnes et des biens. Donc la sécurité des personnes au quotidien, donc on a des campagnes d'affichage, on fait de la prévention beaucoup pour éviter les accidents de plein pied, etc. Parce qu'un accident du travail, c'est quelque chose qui coûte à l'entreprise, hein, c'est des absences, et puis pour la personne, c'est une atteinte physique, hein, souvent. Donc on a cette prévention-là sur le centre, et également au sein de la DIPDE dans laquelle on travaille, on a ce qu'on appelle les équipes communes, donc des gens qui sont chargés de surveiller les chantiers. Et donc là, à ce titre-là, effectivement, la sécurité a une taille vraiment importante dans les dossiers, que ce soit en termes de préparation, s'assure du port des protections individuelles, mise en place de protections collectives, et on protège tous nos intervenants dans le cadre de ce qu'on appelle une démarche ALARA, qui consiste à les protéger des rayonnements ionisants, ce qui permet de limiter d'éventuelles maladies ou des choses comme ça. Donc la sécurité, elle est vraiment traitée de façon globale sur l'échelle de la prévention. Depuis des études, où on fait de la sécurité à la conception également, où là le but c'est d'analyser la sécurité au travers de la conception d'une modification d'une installation, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte des directives machines par exemple, avec des arrêts d'urgence, des choses comme ça, sur les machines tournantes pour éviter que les gens qui s'en approchent puissent être atteints par des pièces en mouvement ou des choses comme ça. Et on va essayer de faire en sorte de limiter tout risque lorsqu'on conçoit quelque chose. Donc il y a tout un référentiel qui existe et qu'on prend en compte pour assurer cela. Voilà, donc, et puis après, bien sûr, la sécurité des chantiers au quotidien. Parce qu'il faut savoir que des accidents, il y en a quand même assez peu. On a un taux de fréquence, je dirais, assez bas dans l'ensemble, même si on aimerait qu'il soit encore plus bas. Euh, le taux de fréquence, c'est en fait selon le nombre d'accidents avec arrêt par million d'heures travaillées. Voilà. Il faut savoir que chaque année à EDF, on a malheureusement quelques accidents, hein, que ce soit des accidents de trajet ou des accidents en exercice de mission. Donc on essaye évidemment de tout faire pour les éviter. Donc chaque année, on rajoute une couche supplémentaire. On espère avoir zéro accident. Bon, on en a de moins en moins, mais il y en a quand même encore. Donc voilà ce qu'on fait en matière de sécurité. Et en matière de gestion de l'environnement, alors nous, dans le cadre de nos activités, on va être amené effectivement à remplacer des fois du matériel sur les sites nucléaires français. Et à ce titre-là, on va générer des déchets soit conventionnels, soit des déchets nucléaires de faible activité. Alors ça c'est vraiment dans notre périmètre d'activité. Après, en dehors de notre périmètre d'activité, sur les centrales nucléaires, bien sûr, quand on évacue des assemblages combustibles qui sont usés, qui ont donc brûlé en quelque sorte dans le réacteur, on les, on les enlève et on les stocke pour assurer une décroissance de la radioactive en fait, hein, du rayonnement. Et à l'issue donc d'un certain nombre d'années de stockage, on les emmène dans des centres de retraitement qui se situent à La Hague, dans le Cotentin, là, en Normandie, où là on va recycler, il faut savoir qu'un assemblage combustible, ça se recycle à hauteur de 96%. Donc 96% de la matière combustible qui a brûlé, entre guillemets, va servir à faire un autre assemblage combustible. Donc on a un taux de recyclage qui est énorme, 96%, ça je peux que peu de gens le savent. Mais donc finalement en termes de déchets nucléaires à vie longue, donc des déchets réputés dangereux, qui sont après vitrifiés donc dans des conteneurs spécifiques et enterrés en stockage souterrain, il y en a finalement assez peu, ça représente en gros un dé à coudre par an par habitant, en volume. Voilà. Donc ça c'est un petit peu en dehors du scope de l'activité d'IPDE, puisque c'est vraiment l'exploitant, donc la direction de la production nucléaire, qui se charge de ces déchets particuliers. En revanche, nous de notre côté, on a effectivement une gestion de déchets à faire
sur des petites pièces qu'on va démonter, des vannes, des morceaux de tuyauterie qu'on remplace, des morceaux de câbles électriques, des connecteurs, etc. Donc lorsque on intervient dans des zones qui sont dites non nucléarisées, c'est des déchets qui vont dans des filières de traitement, de recyclage, quand c'est possible. Et en revanche, quand ce sont des déchets qui ont été dans une zone dite nucléarisée, ils passent des contrôles pour être évacués en dehors de la centrale. Donc les contrôles d'IDI 82, c'est une directive qui permet de s'assurer que les transports sont sains, c'est-à-dire qu'on fait une décontamination préalable et une fois qu'on les transporte, il n'y a plus de risque de disséminer de la contamination. Et ces déchets-là, donc en général, vont dans une filière, je dirais, de destruction. Ces déchets-là, en général, je ne crois pas qu'on les recycle. Voilà. Mais c'est une filière bien spécifique et adaptée à ce genre de déchets. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait en matière de gestion de l'environnement à ce compte-là. Après, il faut savoir qu'EDF aussi, lorsqu'on conçoit des installations type des stations de pompage par exemple sur des nouveaux réacteurs comme l'EPR, les Anglais, donc les EPR qu'on va aller faire en Angleterre, là, nous ont demandé un système vis-à-vis de la protection de l'environnement pour permettre aux poissons de ne pas passer dans les aubes des pompes ou des choses comme ça, ou en tout cas dans les systèmes filtrants qui pourraient être amenés à les détruire ou à les blesser. Donc il y a tout un système d'aspiration finalement d'une bonne partie, on va dire, de la faune aquatique à l'amont de la station de pompage, et ça permet d'aiguiller tout ça derrière sans que ça transite par les zones à risque pour les animaux. Donc il y a ça. Et en matière je vais prendre un dernier exemple. Moi j'ai travaillé sur la centrale de Palbel pendant presque 5 ans, et c'était une zone classée Natura 2000. Donc protection des oiseaux, etc. Parce qu'il y avait des zones sur la centrale où il y avait du calme, parce que le central ça fait quand même assez peu de bruit, donc les oiseaux ne peuvent pas tellement déranger. Et donc sur le site, ils ont laissé toute une zone de protection, faire un sanctuaire, et il y avait beaucoup d'animaux marins. Donc ça permettait aussi de manière assez agréable de voir au quotidien des espèces finalement, pour certaines assez rares, qui nichaient dans le coin. Voilà. Ok, merci. Alors, deuxième question. Est-ce que la production nucléaire a réduit les rejets nocifs dans l'atmosphère actuellement par rapport avant la production nucléaire? Alors, les rejets nocifs dans l'atmosphère. Alors, c'est difficile de répondre à une telle question. J'avoue que c'est une question qui est plus du ressort de l'exploitant proprement dit. Alors, il faut savoir que des rejets dans l'atmosphère, on en fait un petit peu, ce qu'on appelle des effluents. La gestion d'une tranche va générer des effluents. Alors, certains sont à l'état solide, d'autres à l'état liquide ou à l'état gazeux. Et chaque centrale, chaque réacteur doit, pour les besoins de sa production, générer certains effluents qui sont systématiquement contrôlés, au niveau notamment des radiations. Donc il y a un système qui s'appelle le KRT qui permet de gérer les émissions gazeuses, les émissions liquides, et également ce qui sort en termes de déchets solides. Donc en fait, tous ces rejets-là sont contrôlés, et il y a des seuils qui sont fixés dans les arrêtés de rejet. Donc les arrêtés de rejet, c'est des décisions de loi qui imposent des quotas que l'on respecte chaque année. En fait, alors je ne connais pas la valeur de ces quotas par cœur. Enfin, ils existent dans les documents officiels de notre bonne République. Donc ces quotas-là sont respectés chaque année, que ce soit des liquides, des gaz ou des solides. Après, dire est-ce qu'on en produit plus qu'avant ou pas, c'est difficile de répondre. Je pense que c'est étroitement lié avec le cycle de production de la tranche qui peut être variable d'un an sur l'autre. Si une tranche elle est arrêtée longtemps, elle va faire probablement un peu moins de déchets. C'est difficile à dire. C'est pas forcément évident à évaluer là comme ça. D'accord. Troisième question, est-ce que beaucoup d'associations s'opposent à l'implantation de centrales nucléaires pour un peu des écolos? Alors, beaucoup, je ne saurais pas dire. En tout cas, Greenpeace, oui, puisqu'ils font notamment des intrusions sur site, c'est déjà arrivé. J'ai fait des recherches dessus. Voilà, donc ils ont fait, régulièrement, ils font des actions, effectivement, plus ou moins nocives sur les sites, avec des intrusions de sites, les gens qui montent à la cheminée d'évacuation, justement, de ces rejets gazeux. Donc effectivement, chaque année, on a des manifestations contre le nucléaire, notamment sur des sites comme Fessenheim. Il y a beaucoup d'opposants. Alors plus effectivement dans des coins comme Fessenheim, mais en général, moi je vois là où j'ai travaillé en Normandie, le nucléaire était plutôt bien accepté. On n'avait pas trop de soucis avec ces gens-là. Bon, même si on n'est jamais à l'abri où que l'on soit à des opposants. Et ça vous arrête pas dans...
Non, dans le sens où en fait, par nécessité, je dirais, il faut savoir que la production électrique française, c'est en gros trois quarts nucléaire. Oui. Hein. Donc aujourd'hui, si effectivement on remet en cause le nucléaire, pourquoi pas, mais il faut avoir des moyens de substitution qu'actuellement on n'a pas pour satisfaire le besoin de consommation française. Donc le choix du nucléaire, c'est un choix qui est politique et qui a été fait dans la durée. Donc à ce titre-là, nous on assume notre responsabilité d'exploitant nucléaire, qu'on soit ici dans un centre d'ingénierie ou dans un site de production. Partant de là, effectivement, nous, on va tout faire pour que ces opposants-là n'atteignent pas nos biens, enfin ne fassent pas de dégradation. C'est pour ça aussi qu'il y a des gendarmeries sur tous les sites nucléaires qui sont là aussi pour intercepter ces gens-là. Après, dans une société civile, qui est de la contestation, c'est une chose, je dirais, normale, hein, sinon ce serait peut-être plus une république. Donc il faut savoir l'accepter, il faut savoir en débattre, et puis voilà, proposer. Alors nous, on va toujours essayer d'évoluer sur notamment la filière de gestion de déchets, où on va essayer de travailler sur des enfouissements plus longs pour sécuriser un peu tout ça. Comme je disais, on a un taux de recyclage assez important aussi, donc on ne fait pas du déchet pour le plaisir, on a conscience des risques que ça génère, et on le fait de manière responsable. Voilà. Mais pour des opposants, il y en aura malheureusement toujours. Donc, j'ai écouté ce matin la radio, juste ce matin en allant ici. Là. D'accord. Il y avait un écologiste qui disait oui, en 2025, ce serait carrément possible de remplacer le nucléaire par les énergies renouvelables. Est-ce que selon vous, ce serait possible ou pas? Alors en 2025, j'aurais tendance à dire non. Pour la bonne et simple raison que si on regarde le territoire français, donc les énergies renouvelables, en gros, c'est l'hydraulique, les barrages. Donc aujourd'hui, on ne construit plus de barrages en France. On a des barrages vieillissants, hein, ils ont une moyenne d'âge de 70 ans quand même. Donc ce sont des installations qui nécessitent un programme de grande ampleur de rénovation, de maintenance, etc. Donc ça assure quand même à peu près 13% de la production nationale. Donc 75% en nucléaire plus 13, on arrive à 88. Donc ça veut dire qu'en gros, derrière, il nous reste le thermique classique, qui représente quand même une bonne part, même si c'est un peu plus marginal. Mais la part des énergies renouvelables, finalement, c'est à peine 10%, même pas, hein, c'est moins de 10%. Donc aujourd'hui, ça voudrait dire être en capacité de réduire notre consommation. Après, je pense qu'on de plus en plus, on ira effectivement vers de l'exploitation éolienne aux endroits où il y a du vent, mais il faut savoir que le taux de disponibilité d'une éolienne, c'est en gros 1 jour sur 4 en moyenne sur une année, ce qui est peu. Même si les éoliennes maintenant sont beaucoup plus puissantes qu'avant, on arrive à avoir sur des mâts uniques, on arrive à sortir 2 MW, ce qui est quand même bien maintenant. Donc ça, on le développe. Hein. EDF est d'ailleurs le premier producteur européen sur l'éolien. Donc c'est pas rien. Donc ça, c'est quelque chose qui est en forte croissance, et c'est dans les objectifs du CAP 2030 de l'entreprise, hein, d'aboutir effectivement à réduire la part du nucléaire. Alors, suivant les principes édictés par le gouvernement, puisqu'on est quand même une entreprise qui dépend de l'État. Donc c'est d'arriver sur les années 2025-2030 plutôt sur 50% de nucléaire. Bon, alors c'est pas sans incidence non plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais se départir du nucléaire, si on devait fermer les centrales un peu comme ils ont fait en Allemagne, c'est d'une, il va falloir, parce que les Allemands ils l'ont fait, mais ils sont passés au charbon. Qui est extrêmement polluant. Donc pour l'environnement, ça fait finalement plus de mal que de bien. Bon, ils n'ont plus de nucléaire, donc ils ont une conscience, on va dire, peut-être plus tranquillisée vis-à-vis de certains risques. Néanmoins, ils en génèrent d'autres, et il est tout aussi nocif et à plus court terme. Donc c'est pas forcément un choix judicieux. Et en France, bon, si on devait vraiment supprimer le nucléaire, il faut absolument trouver des moyens de substitution, parce qu'on a une population quand même qui est plus très loin de 70 millions d'habitants. Donc mine de rien, ça a fait une consommation conséquente. Et aujourd'hui, cette consommation-là, si on ne l'assure pas par le nucléaire, ça veut dire qu'il va falloir importer de l'énergie d'ailleurs. Ça va augmenter les coûts pour le commun des mortels en France, au niveau du prix de l'électricité. Alors après, est-ce que les ménages sont prêts à l'accepter? C'est une chose. Si oui, pourquoi pas. Sinon, ça va aussi, je dirais, heurter certaines personnes qui vont être plutôt du coup pro-nucléaire pour qu'on remette des prix bas. Enfin, on peut imaginer ce genre de scénario. Mais aujourd'hui, non, remplacer le nucléaire de but en blanc par du renouvelable, à l'instant T, c'est vraiment totalement impossible et illusoire. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire dans la durée et puis de manière vraiment lissée dans le temps, et en ayant conscience aussi des enjeux environnementaux sur les pollutions générées par la combustion, que ce soit
d'un pétrole lourd, on a quelques centrales avec des pétroles lourds, on a quelques centrales thermiques, des cycles combinés. Le cycle combiné, c'est peut-être encore le meilleur deal dans l'affaire. Un cycle combiné permet d'avoir la vapeur pour chauffer, donc faire du chauffage urbain, les choses comme ça. Donc ça permet une certaine valorisation. Et puis d'un autre côté, une cogénération, pardon, je dis cycle combiné, c'est une cogénération. Ça génère également de l'électricité. Donc ça, c'est des solutions qui existent. Et puis on a effectivement les cycles combinés gaz, donc, qui permettent une production électrique de bon niveau. Mais ça reste quand même une combustion. Donc une combustion, ça émet des gaz qui sont fatalement polluants. Voilà. Donc, produire de l'énergie, c'est pas évident. Il faut savoir que physiquement, par principe, l'énergie, elle cherche de passer d'un état énergétique haut à un état énergétique plus bas. Donc si on veut, je dirais, assurer un niveau d'énergie élevé, il faut passer par des cycles de combustion qui vont rehausser le niveau énergétique. Et donc fatalement, on a des rejets des déchets de combustion, des gaz, des substances, même si on désulfure les fumées, on dénitrate les fumées, on essaie d'enlever un maximum de choses, mais on n'enlève jamais tout. Donc pour les écolos, il faudrait faire des champs d'éoliennes, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Éolienne ou hydrolienne. Alors l'hydrolienne est un bon compromis parce que ça a une disponibilité, je dirais, supérieure, puisque c'est une éolienne que l'on met dans un courant marin. Courant marin qui est réputé stable, donc qui permet une production journalière relativement constante. Alors, par contre, il y a un gros défaut, c'est que c'est très onéreux, puisque les matériaux qu'on doit utiliser doivent résister je dirais, au pouvoir corrosif de l'eau de mer. Et donc aujourd'hui, les programmes de maintenance associés, les Anglais ont développé des choses, mais il paraît que ça leur coûte quand même très cher. Bon, voilà, après l'énergie, c'est vraiment une question d'acceptation du public par rapport à un risque. Toute forme d'énergie, je dirais, génère des risques. Le photovoltaïque, ça génère quand même des risques. Dans les panneaux solaires, on met des métaux lourds. Donc pour les fabriquer, on consomme, je crois, beaucoup d'eau aussi pour fabriquer tout ça. Donc c'est consommateur de ressources en eau, qui est une ressource qui se raréfie à l'échelle mondiale. Et en plus, alors même si on en met de moins en moins, il existe des concentrations quand même de métaux lourds dans ces choses-là. Donc même des panneaux photovoltaïques, quand ils ont fonctionné 20, 30 ans, une fois qu'on les met au rebut, ça génère quand même des déchets, donc quelque part une dégradation environnementale. Donc il n'y a pas de solution miracle. Un barrage, on sait que ça fait monter le niveau de l'eau, donc sur les berges, etc., ça va détruire des choses, etc. Oui. C'est encore peut-être la forme d'énergie la plus sage, entre guillemets, parce que l'eau, elle arrive de manière gratuite par la fonte des neiges, par le ruissellement des pluies. Donc on a une énergie en quelque sorte quasi gratuite. Mais une fois que vous avez vidé le barrage, il n'y a plus rien. Donc c'est un moyen, ce qu'on appelle nous un moyen de pointe. C'est pas une production de base. Okay. Alors dernière question. Au niveau de la sécurité de la centrale, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des risques ou que les installations sont créées à long terme? Des risques vis-à-vis des déchets nucléaires, des choses comme ça? Au niveau des installations, est-ce que tout est au point, tout est... Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de ce qu'on appelle d'années réacteurs d'expérience. C'est-à-dire qu'on a quand même 58 réacteurs qui sont exploités, pour certains, depuis plus de 20 ans. Donc on a quand même une saine exploitation des choses. On a des référentiels de sûreté qui évoluent à la hausse tous les 10 ans. Donc sur chaque visite décennale, on rajoute une couche je dirais de sûreté supplémentaire. Et qui plus est, on a des référentiels qu'on appelle le grand chaud qui tiennent compte des évolutions climatiques. D'accord. Et ça depuis à peu près maintenant depuis une bonne dizaine d'années, un peu plus même maintenant. Et on prend en compte effectivement des effets thermiques qui n'étaient pas dans le dimensionnement d'origine. Donc aujourd'hui, on passe au crible toutes nos installations pour renforcer en cas de forte chaleur, des températures de 40 degrés, des choses comme ça. Pour avoir des installations qui soient convenablement refroidies et qui puissent être exploitées de façon normale, quand bien même dehors il y a des températures totalement anormales. Donc ça aujourd'hui c'est des renforcements qui se font de manière régulière, donc on va dire que la sécurité est renforcée de façon continue dans le temps. Et à titre d'illustration, il faut savoir qu'EDF va injecter pas loin de 55 milliards d'euros entre en gros des années 2012 à 2025 pour justement améliorer tout ce qui est sûreté. Voilà. Donc on dépense beaucoup d'argent pour ce qu'on appelle le grand carénage, pour faire en sorte qu'on puisse exploiter de manière raisonnable au moins jusqu'à 50 ans l'ensemble de nos tranches nucléaires.
qui à l'origine elles étaient conçues plutôt pour une durée de 40 ans, et on s'aperçoit qu'on a bien exploité, on n'a pas forcé sur la bête, et on sait qu'on va pouvoir faire beaucoup d'années en plus. D'accord. Donc aujourd'hui on investit aussi pour ça. Voilà. Donc on est, je pense, des exploitants raisonnables, on a des installations fiables, on a un modèle de réacteur qui est relativement stabilisant, c'est des réacteurs à eau sous pression. Donc on n'a pas forcément les risques qu'on a pu rencontrer, par exemple à Tchernobyl, avec un autre type de réacteur qui a généré une explosion. Et puis on a je dirais, on a pris en compte aussi les événements de Fukushima, tant sur les inondations ou les secours électriques, parce que en fait, quand on regarde Fukushima, l'installation a très bien résisté à la secousse sismique. Et donc tout le dimensionnement qu'on a fait, on sait que c'est prouvé que ça tient, parce que c'était une magnitude quand même assez énorme. Ça tient vraiment à de forts séismes. Par contre, la centrale de Fukushima a été prise en défaut du fait de la vague, le tsunami. Donc, a été une vague, une déferlante supérieure à la hauteur de la digue qu'ils avaient mis en face. Donc ça a submergé le site. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu coupure finalement des alimentations électriques principales et secondaires de secours du fait de l'inondation. D'accord. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu réalimenter tous leurs auxiliaires de sauvegarde qui au départ fonctionnaient. Donc il y a eu une période aussi où on a quand même des batteries qui permettent pendant quelques heures d'assurer le gros de la sûreté. Mais rapidement, ils n'ont plus de source d'alimentation électrique pour faire tourner des pompes, évacuer l'eau, assécher et refaire partir des ventilations, des choses comme ça. Et on a eu donc évidemment l'accident quand même qui était à échelle 7 sur l'échelle d'Ines, donc le maximum, donc qui a été une catastrophe nucléaire pour le mondial, pour le monde entier. Donc aujourd'hui en France, on a pris en compte ce retour d'expérience-là et on met en place les diesels d'ultime secours sur toutes les tranches qui sont rehaussés, qui sont à plus de 3,50 m du sol. Et ils permettent donc déjà avant d'avoir un niveau d'eau constant sur la superficie du site de 3,50 m. C'est une apocalypse à l'échelle mondiale climatique qui peut générer ça. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre ça en place sur toutes les tranches nucléaires. Et on a en plus en complément des dispositions prévues pour faire alimenter des organes de sauvegarde par d'autres diesels qui sont utilisés par ce qu'on appelle la FARN. La FARN, c'est la force d'action rapide nucléaire. Donc c'est une force de frappe qui a été créée à l'issue de l'accident de Fukushima, où c'est des gens super entraînés, ils savent piloter des hélicoptères, des camions. Moi j'en ai rencontré un, il sait piloter un super poids lourd, des bus, des bateaux, là, des Zodiac, des trucs comme ça, des voitures, des deux roues. Il a des permis spécifiques de robots élagueurs, donc c'est pour faire la déforestation. Enfin, c'est vraiment des guerriers, c'est des alpinistes, donc c'est des gens qui sont capables vraiment d'agir très rapidement dans les 24 heures à l'issue d'un accident pour aller justement rajouter des sources électriques, des choses comme ça un peu en hauteur pour se prémunir de la gravité d'éventuels accidents. Donc aujourd'hui on a vraiment clairement renforcé la sécurité et la sûreté de ce point de vue-là. Je pense qu'on a vraiment beaucoup investi. Fukushima, il faut savoir que c'est un investissement de 10 milliards d'euros à l'échelle du parc nucléaire. D'accord, ok. Voilà. Ok, merci monsieur. De rien, c'est avec plaisir. Pareillement, plaisir partagé. Voilà.